il faut être un leader. Mais je pense la même chose pour le chef de famille. Être un leader, c'est-à-dire être capable de prendre sur ses épaules les ennuis pour tout le monde. Être capable de prendre sur ses épaules les attaques de tout le monde. Et être suffisamment fort pour que les jours où ça rigole, de partager le succès avec les autres. Un chef d'entreprise, si ça ne va pas, ses salariés sont inquiets. Mais le chef d'entreprise, il ne dort pas. Le leader, si ça ne va pas, il sait que c'est sa tête qui va être coupée. Ses amis, ils pensent que c'est leurs ambitions qui ne seront pas satisfaites. Ce n'est pas la même chose, Jean-Michel. Et je pense que, puisque vous êtes de Sablé, de la Sarthe, je vais vous dire un truc. Leader, ça ne s'apprend pas. On est leader ou on ne l'est pas. Et c'est injuste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis c'est injuste? C'est comment je vous dis ça? C'est... Il y a un monde entre le numéro 1 et le numéro 2. Et il y a peu entre le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 10. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il y a un monde entre le chef d'entreprise et l'équipe qui constitue autour de lui. Et ça ne veut pas dire que je sous-estime, Jean-Michel, le travail de vos collaborateurs, de vos équipes, etc. Mais on est comme on est. Bon, moi, je ne me suis jamais vu, même à l'école, comme numéro 2. Non, mais vous allez me prendre pour quelqu'un qui a un fort... Mais je peux pas vous l'expliquer. Quand j'étais enfant, quelqu'un me mettait la main sur la tête. Il était en danger, on a compris. Il était en danger. Bon. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir que on peut être tout à fait heureux sans être un leader. Mais on ne peut pas être heureux si on ne comprend pas qui on est. Est-ce que je me fais comprendre pour le coup? On n'est pas heureux parce qu'on est leader, mais on est heureux parce qu'on se sent leader et qu'on essaye de transformer le projet intime en réalisation. On peut être tout à fait heureux, numéro 2, numéro 3, numéro 10, numéro 110. Mais si on veut forcer sa nature et devenir qui on n'est pas, alors, si vous pensez que je fais allusion à certaines personnalités de la géographie ici, vous avez raison. Dernière question en salle. Vous, mademoiselle, et on terminera par vous, parce que... Est-ce qu'on peut donner un micro à cette charmante demoiselle, juste en haut? Vous savez comment il est, lui? Il dit « charmante demoiselle ». Si c'était un jeune homme, vous ne diriez pas « ce charmant jeune homme ». Bien sûr, pourquoi, président, je ne le dirais pas. Vous êtes bizarre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, madame. Frédéric Lavie, American Airlines. Là, on a évoqué un petit peu le contexte du Brexit. Donc, j'avais une question sur ce point, mais malheureusement, on a déjà pas mal développé. Mon autre question est plutôt au niveau de la gestion européenne de la migration, des flux migratoires que nous rencontrons aujourd'hui via la Libye, les développements, les flux migratoires en Espagne par ce passage, Lampedusa et via la Turquie, ce qui implique aussi avec la Turquie une attitude au niveau de l'Europe, une certaine indulgence au regard du comportement d'Erdogan. Je voulais savoir quel était votre point de vue à ce niveau. Bon, écoutez, merci. Franchement, dans les gènes de l'être humain, dans nos gènes, il y a le gène de la migration. Et c'est indiscutable et ça ne changera pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Vous savez, vous avez les chiffres en tête. Il y a 14 milliards d'années, il y a le Big Bang, l'univers se crée. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre se crée.
Et il y a entre 3 millions et 3 millions et demi d'années, les premiers hominidés. Hein? Si vous prenez Lascaux ou Chauvet, c'est 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça les ordres de grandeur. Et les premiers hommes hominidés qui apparaissent en Afrique de l'Est conquièrent le monde. Donc, j'en tire la conclusion que le mouvement vers la migration, il est inscrit dans nos gènes. Donc la question n'est pas d'interdire la migration, ce qui serait une folie. La question, c'est l'équilibre et le niveau. D'abord, je me suis opposé, si je n'avais pas été pas là, si je n'avais pas dit cela, la Turquie serait en Europe, je me suis opposé à l'entrée de la Turquie en Europe. Pour une raison simple, c'est pas que j'aime pas la Turquie, j'ai été jusqu'en Cappadoce, oh quelle merveille, je connais Izmir, je connais Ankara, je connais Istanbul. Si ça, c'est l'Europe, alors je connais rien à l'Europe. Mais nous sommes à 12 kilomètres de l'Afrique par le détroit de Gibraltar. Hier, je parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Madame Condi Rice, vous savez, qui était la ministre des Affaires étrangères de George Bush, qui est une femme absolument remarquable. Elle me disait, mais tu comprends, nous, aux États-Unis, on a une autre conception de l'immigration. Je dis, c'est pas vrai. Quelle est la différence entre les États-Unis et vous? Sur la côte Est, vous êtes protégé par 8000 km d'Atlantique, ça ne se traverse pas à la nage. Sur la côte Ouest, vous êtes protégé par 12 000 km de Pacifique, ça ne se traverse pas à la nage. En haut, vous avez le pôle Nord, ça ne se traverse pas à pied. Et au sud, vous avez le Mexique et vous avez fait 3000 km de barbelés. Qu'est-ce que vous venez nous donner de leçons? Elle m'a dit, t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. J'explique. Bon. Nous, je lui ai expliqué, parce que les Américains sont fantastiques, mais enfin la géographie, pour eux, le monde s'arrête à New York et commence à Los Angeles, quoi. J'ai dit, nous, on peut venir à pied par la frontière gréco-turque, à pied. Et la Méditerranée au plus large doit avoir moins de 1000 km, et au détroit de Gibraltar, il y a 12 km. Nous ne pouvons plus accepter les flux qui arrivent. Et c'est pour ça que, d'accord d'ailleurs avec le président Macron, j'avais proposé les hotspots pour que ces malheureux, on instruise leur dossier avant qu'ils risquent leur vie en traversant la Méditerranée plutôt qu'après. Ils traversent la Méditerranée, on leur dit non. Il vaut mieux dire non avant. 2,3 milliards d'Africains vont être submergés. On ne peut pas les accueillir. Ce n'est pas un problème d'égoïsme, ce n'est pas un problème de refus de l'immigration, c'est un problème de bon sens. Et d'ailleurs, c'est absurde de penser qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Et le Bénin a besoin de ces médecins. Donc, c'est un problème de régulation qui participe aussi à un problème de natalité. Écoutez, les familles africaines subsahariennes ont une natalité de 5 à 7 enfants par famille. C'est un problème, il faut en parler, il faut qu'on discute de tout cela. Et c'est sans doute le grand problème des années à venir, avec une Europe qui reçoit en permanence des leçons de générosité, alors que l'Europe est le continent le plus généreux du monde. Allez essayer de vous installer en Canada ou aux États-Unis sans la green card, et vous verrez. Enfin, écoutez, je vous rappelle que jusqu'à encore 10 ans, si vous aviez le sida, vous n'aviez pas le droit d'aller aux États-Unis. Sauf que les États-Unis, leur frontière, c'est 10 aéroports. La nôtre, on a une gémellité avec l'Afrique. Donc ce sujet est très sérieux, on raconte beaucoup de bêtises là-dessus. Je ne conteste en rien les côtés positifs de la migration et l'identité migratoire de l'être humain. Je dis simplement qu'à un certain moment, on ne peut plus intégrer. On ne peut plus. Voilà. Et on n'a rien vu, parce qu'on va voir le problème de l'Algérie et de son avenir. On a le problème de la Syrie, on a le problème de la malheureuse Libye, et le projet qui était le mien d'union de la Méditerranée est sans doute le projet le plus important à mettre en œuvre, pour la France et pour l'Europe. Comme toujours, vous savez,
quand nous tournons le dos à la Méditerranée, on ne tourne pas le dos à notre passé, on tourne le dos à notre avenir. La paix du monde, elle se jouera là. Et notamment sur la question des flux migratoires. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous dire que c'est un grand moment que nous venons de vivre dans le tourisme, d'avoir la chance d'avoir un président de la République. Moi, je vous le dis. Je voudrais, d'abord vous dire que, pour moi, c'était un plaisir de venir. Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui te manque depuis la période de l'Élysée? Parce que, comme si j'étais propriétaire, moi. Le président Macron nous a invités à dîner. Il m'a dit, mais ça ne vous gêne pas, j'aimerais vous inviter à dîner à l'Élysée, ça ne vous gêne pas de revenir? J'ai revenir, j'ai codé mon souvenir. Voulez-vous que ça me gêne? Ça ne m'appartient pas. Je savais très bien qu'on était des locataires provisoires. Mais s'il y a quelque chose qui me manque, c'est la rencontre avec les gens. Parce que j'aime ce contact. Je n'ai pas changé. Et pour moi, je ne viens pas voir les agents de voyage, je ne viens pas voir Selectour, je ne viens pas voir Laurent, simplement. Je viens voir des compatriotes qui ont leurs opinions, qui ont voté ou pas pour moi, mais avec qui on partage une culture, une ambition, une destinée. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de partager ça? Et je suis inguérissable. Ça me plaît de convaincre. Et ça me plaît de partager. Et je le fais beaucoup à l'étranger maintenant, mais merci de cette occasion qui m'est donnée de le faire en France, dans mon pays. C'était pour moi un grand plaisir. Donc Carla sera ma reine, et moi vous me réinvitez au prochain congrès. Merci. Merci, Président. Merci à vous. Et merci Laurent de m'avoir invité. Merci de votre amitié. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci du fond du cœur, Monsieur le Président. Grand moment d'émotion à Selectour et une grande transparence avec de l'humour. Merci du fond du cœur et merci Dino d'avoir organisé tout ça avec Laurent. Tu as envie de le faire, fais-le. Ça marche et ça marche pas. Ça, c'est la vie. Mais fais-le, tente, essaye et on verra si tu gagnes. L'égalité, c'est un mensonge. Et j'affirme que si on est passionné par l'égalitarisme, on ne peut pas respecter la différence. Et c'est la différence qui est riche. La vie, c'est qu'une longue succession d'épreuves. Et le bonheur est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Il faut avoir la sagesse de comprendre que le succès est aussi injuste que la défaite. Dans la vie, on n'aime plus, on est trahi, parfois on trahit soi-même. Et quand je regardais le sommet, mais je dis comment je vais faire? Comment on peut sortir de ça? J'ai voulu raconter comment une vie peut partir de tout en bas pour aller tout en haut. Parce que c'est pas simplement ma vie, c'est la vie de chacun d'entre vous. Comment on fait au début avec ce qu'on a pour être heureux, pour avoir de l'ambition, pour avoir un métier intéressant. Et tout au long de ma vie, j'ai rencontré de la cruauté. Et parfois, moi, je me suis battu avec telle force. Moi, j'aime la vision, j'aime le leadership, j'aime les choses en grand, j'aime le côté épique. Au fond, j'aime la verticalité et les réseaux sociaux, c'est que l'horizontalité. Moi, je ne suis pas fait pour l'horizontalité. Je pense, voyez-vous, que l'égalité, c'est un mensonge. Quand vous allez chez le tailleur, l'égalité, ça serait de donner à chacun la même taille. Je pense que c'est injuste. Moi, je suis pour la justice. Je ne suis pas pour l'égalité. Je pense que si on veut être juste, il faut accepter de s'affranchir de l'égalité. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des chauves, il y a des chevelus, il y a des énergiques, il y a ceux qui n'ont pas d'énergie, il y a des gens qui ont le moral, il y en a d'autres qui ont des dépressions, ils n'y peuvent rien. On est différents. Moi, j'aime la différence. Le savoir est une arme. Voici le chargeur. Et vous verrez avec vos enfants la même éducation, le même sang et tant de différences. Quand c'est grand, quand c'est fort, quand c'est du leadership, j'aime ça. Les acteurs, ceux qui s'engageaient, ils avaient toujours plus de légitimité que ceux qui les regardaient s'engager et qui les critiquaient. La vie, c'est qu'une affaire de sentiments. Et parce que j'ai eu l'ambition d'être président de la République, parce que j'ai eu la chance d'être élu, il faudrait que j'ai pas de sentiments. Comme un glaçon, comme un iceberg, comme un pauvre type qu'on amène là et dit voilà, une machine a décidé. Alors, vous n'avez pas peur de la mort, vous êtes président de la République. Ah bon, qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas peur de la maladie, vous êtes président de la République. Ah bon, qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas de chagrin personnel, vous êtes président de la République. Qu'est-ce que ça change? J'ai voulu dire que je n'ai jamais oublié
que j'étais d'abord un être humain avant d'être un président de la République. Je vais vous faire une confidence bouleversante. Dans ma vie, j'ai vécu plus longtemps non président de la République que président de la République. Et parfois, j'ai l'impression qu'on me dise j'ai commencé à respirer le jour où j'ai été élu et on a éteint la lumière le jour où j'ai été battu. C'est pas ça la vie. Je pense que le plus important, et peut-être pour les jeunes et pour Sciences Po, c'est que la vie, ce n'est qu'une éternelle capacité à renaître. Je défends l'idée qu'on meurt plusieurs fois et on vit plusieurs fois. On renaît après une maladie, on renaît après un échec, on renaît après un divorce, on renaît après une épreuve et on renaît jusqu'au bout. On ne change pas, mais on renaît. Et le plus important, c'est de comprendre qu'au fond, on a plusieurs cartes, plusieurs chances et qu'il faut toujours renaître. Je divorce en octobre 2007, je ne le voulais pas. Je rencontre Carla en novembre 2007 et je suis marié le 2 février 2008. Je suis un type qui prend les décisions rapidement. Mais Carla aussi d'ailleurs. Mais au fond, c'est la renaissance. Qu'on soit président de la République, chef d'entreprise, professeur, patron de Sciences Po Frédéric, ambassadeur, consul, on est les mêmes. On a cette vie qui dure le temps d'un timbre-poste et malgré la brièveté, on s'agite pour en faire quelque chose comme si on avait l'éternité. Et au fond, la seule façon de vivre, c'est de vivre jusqu'au bout totalement, comme si ça avait un sens. J'ai conscience du ridicule de tout ça. Mais je pense qu'au fond, ce qui donne sa dignité à l'homme au sens être humain, c'est la mort et c'est la capacité à renaître. Et c'est ça qui donne un sens. Et je me suis dit, quitte à raconter une histoire, je vais la raconter complètement. Pas simplement l'histoire pendant les heures de bureau, mais la vraie histoire. Celle où on souffre, où on est heureux, où on met un genou à terre, et il faut remonter, il faut quand même aller au bureau, où il y a toutes les caméras qui vous regardent. Je me souviens du soir où j'ai été élu, il faisait nuit, il y avait tellement de caméras qu'on a l'impression d'être en plein jour. Mais on reste le même. Et peut-être que si le livre, il a intéressé, c'est parce que justement, c'est une histoire humaine. Pour être sincère, il faut se surveiller de très près. Si je me laissais aller à écrire ce que je pense sur le moment, ça veut dire que j'aurais écrit avec le cœur, mais je ne serais pas servi de mon cerveau. Pour être sincère, il faut beaucoup réfléchir. Pour démêler ce qui est de l'ordre du sentiment, ce qui est de l'ordre de la conjoncture et ce qui est de l'ordre du structurel. Par exemple, mes rapports avec Chirac. Ils sont beaucoup plus complexes que je l'imaginais. Si vous m'aviez interrogé à tel moment, j'étais totalement négatif. Un autre, j'étais totalement positif. Et j'étais obligé de faire un effort pour comprendre quels étaient les liens avec lui. Je l'ai aimé, je l'ai affronté, il a voulu me tuer, il n'a pas réussi. Mais au fond, il est important pour moi. Il a compté dans ma vie. Et je ne peux pas vous dire, je ne suis pas son meilleur ami, mais je ne suis pas non plus son pire ennemi. J'ai voulu l'épater, au fond, le jeune. Et les sentiments sont plus complexes qu'on l'imagine. Et peut-être, vous l'avez-vous vu, j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas caricatural. Moi-même, je fais l'effort de comprendre derrière les grands moments qu'on a eus ensemble et les grands moments où on s'est battu, elle est où la vérité? Et vous apercevrez que les sentiments de chacun d'entre nous, ils sont parfois contradictoires. Ils ne sont pas noirs et blancs. Vous savez, c'est cette merveilleuse chanson d'Aznavour qui parle d'un couple qui se sépare et qui écrit « Et ces premiers mots de haine qui sont les derniers mots d'amour ». Parce que les sentiments. Donc ça m'a pris du temps pour enlever ce qui était inutile. Et donc si je me permets de vous reprendre, Oui. il n'y a aucun règlement de compte. Parce que si j'avais voulu régler des comptes, j'aurais pas fait comme ça. Vous auriez fait comment? Ça m'intéresse. Il y a quand même 19 mentions de François Hollande. Vous l'avez appelé discourtois. C'est plutôt flatteur. Et vous savez, quand on monte en haut de l'arbre le plus haut de la forêt et qu'il y a du vent, il ne faut pas s'étonner que ça souffle plus haut là-haut que tout en bas. Si on ne veut pas ça, on reste tout en bas. Le succès se paye. Dans la vie, au fond, rien n'est gratuit. Et il y a toujours un moment où vous avez une nouvelle chance où on vous fait payer. Et donc, moi, par exemple, quand Giscard dit « je ne reviens pas à l'Élysée », ça m'est totalement étranger. En juillet 2017, le président Macron m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que vous accepteriez de venir dîner avec nous à l'Élysée, Carla et vous ?» Et je dis « Oui, j'ai que des bons souvenirs. » Pourquoi c'était pas à moi? C'est pas ma propriété. Je savais parfaitement que ça durerait le temps que ça dure. D'ailleurs, qu'est-ce qui dure dans la vie? Et donc, dire « j'y reviens pas parce que j'y ai été », c'est pas moi. Ta vie est trop petite. Arrête de limer tes ambitions. Récupère ton manuel de combat maintenant. D'abord, vous savez, il vaut mieux avoir le moteur d'une 2 chevaux avec un réservoir plein que le moteur d'une Ferrari avec un réservoir vide. Non.
Moi, mon réservoir était plein. Et après, mais j'ai un nouveau challenge. J'ai une vie dans le privé, j'ai la chance de parler à des auditoires comme ce soir. J'ai intégré les conseils d'administration de grands groupes, je suis avocat, et j'ai un emploi du temps très occupé. Le challenge pour moi de réussir dans l'activité privée, après avoir réussi dans l'activité publique, c'est un challenge formidable. C'est ôtez-vous de cette idée qu'on n'a qu'une vie et qu'il n'y a qu'un seul vecteur. Bon, si j'avais pas été élu président de la République, là j'aurais eu un manque. Mais j'ai été, donc je suis tranquille avec ça. C'est pour ça, très important de dire à vos enfants, la chose la plus importante, n'aie jamais peur de l'échec. Parce que j'ai beaucoup échoué, j'ai pu réussir. C'est parce que j'ai échoué que j'ai réussi. Et il n'y a aucun regret, aucune amertume quand on va au bout de son rêve. L'amertume et le regret, c'est quand on tente pas, tant qu'on n'est pas confronté à ça. Et j'ai vu tellement de gens qui m'ont dit, tu vas trop vite, tu as trop d'ambition, calme-toi. C'est les mêmes qui me disaient après, c'est trop tard. Ben, tu me disais hier que c'était trop tôt. C'est jamais le bon moment. Jamais écoutez ceux qui vous disent, ça va trop vite, tu as trop d'ambition. C'est horrible de dire ça. Tu as envie de le faire, fais-le. Ça marche et ça marche pas. Ça, c'est la vie. Mais fais-le, tente, essaye, et on verra si tu gagnes. Eh bien, j'ai un 2012, quand je me suis réveillé le lendemain d'avoir été battu, ma femme m'a regardé et me dit, ça va? Super, on commence une nouvelle vie. Et c'est un challenge aussi important, à titre personnel, que d'être président de la République. Je compare pas collectif, mais à titre personnel. C'est un challenge. Comme c'est un challenge pour celui qui va aller à la retraite, au lieu de mourir d'ennui, d'amertume et de regret, de trouver d'autres nouvelles passions. C'est ça la vie. Et quand on dit chaque âge a ses plaisirs, c'est pas une formule, c'est une nécessité. Parce qu'au fond, quand on est passionné, on n'est pas passionné d'une chose, on est passionné de tout. Moi, je suis passionné de la vie. Et jusqu'au bout, ça me plaira. Et jusqu'au bout, j'essaierai de faire des choses. Et je parle là comme parler à la tribune des Nations Unies. Pour moi, c'est le même challenge, au fond. C'est d'essayer de donner le meilleur, d'essayer d'intéresser les gens, d'essayer de partager quelque chose. Faire un livre. Moi, faire un livre que personne ne lit, ça m'intéresse pas. C'était pas le but. Je voulais faire un livre qu'on partage, où les gens se disent, tiens, ça m'a donné la pêche de vous lire. J'ai compris des trucs, j'ai envie. C'est un challenge formidable. Donc pourquoi donc si je comprends bien, j'avais le droit à 50 bonheurs dans ma vie. Le moment où j'ai eu le plus d'ennuis sur les épaules. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'essaie toujours de faire ce que je dis. Il fallait m'abattre. Ok. Mais au résultat, on verra. S'il y a une chose que j'aime pas, c'est l'injustice. Pas simplement pour moi, hein, en général. Mais je suis pas quelqu'un qui a peur. En tout cas, pas spontanément et pas de ça. Donc, je prends tout comme un combat. Et chaque combat, je le mène jusqu'au bout. Ça prend le temps qu'il faut. On ira jusqu'au bout. Vous dites il n'y a pas de peur en ce qui concerne. J'ai peur de tas de choses. La maladie. Il n'y a pas un jeune amoureux français qui dit à sa copine, t'ai fait une surprise ce week-end, on va à Francfort. Vraiment, génial. Moi, je suis marié avec une Italienne. On peut dire tout le mal qu'on veut des Italiens. On est les mêmes, on s'aime. Florence, Rome, Venise, Sienne. OK. À la maison, dans mon enfance, je sais très bien comment mon grand-père appelait les Allemands. Et quand des gens comme De Gaulle, comme Adenauer ont fait la réconciliation franco-allemande, ça a marché et ils ont posé un acte majeur, absolument majeur. Et on n'a pas le droit de toucher à ça. L'Europe était le continent le plus sanguinaire, le plus brutal, le plus violent, pas au Moyen-Âge, au XXe siècle. Je voudrais rappeler que c'est en Europe qu'on a fait la Shoah. Je voudrais rappeler que ce n'est pas les Arabes, c'est les Européens. Et depuis 70 ans, 75 ans, c'est calme grâce à l'Europe. Moi, je ne serai pas d'une génération qui laissera détruire un projet européen qui nous a amené la paix. Il faut être complètement fou, complètement irresponsable pour faire le Brexit. Une folie. Je connais des tas de couples qui ont divorcé. J'en connais très peu qui se sont remis ensemble. Donc c'est très facile de se séparer. C'est très difficile de se retrouver. Et ce qui est en train de se passer est d'une gravité historique majeure. C'est pas une plaisanterie, majeure. Et la Grande-Bretagne en paiera de grandes conséquences, hélas. Et qui peut dire ici que dans 4 ou 5 ans, c'est pas l'Écosse qui fera à la Grande-Bretagne ce que la Grande-Bretagne fait aujourd'hui à l'Europe. La question majeure de la Chine, majeure, grand pays, grande civilisation, qui n'a plus de superpuissance pour contrebalancer, et c'est le moment qu'on choisit pour perdre le deuxième moteur de la fusée européenne. Jamais je ne pourrais dire que c'est une bonne chose. Jamais. Ne laisse plus tes émotions décider à ta place. Maîtrise l'art de la clarté intérieure. Pour que vous le disiez à vos enfants ou à chacun d'entre vous, dans la vie, il faut garder la tête haute. L'ambition, elle est légitime quand on est prêt à payer le prix. Le problème de l'ambition, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition, mais il y en a peu qui sont prêts à payer le prix de cette ambition. Parce que moi, je n'aime pas le mot égalité. Vous m'entendez? Je ne l'aime pas. J'aime le mot différence. J'aime les gens qui sont capables de mettre un genou à terre
et de se relever. Pour être courageux, il faut avoir peur. Parce que si vous n'avez pas peur, vous êtes inconscient. Donc, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que j'ai détruit mon costume, tellement j'ai transpiré qu'il était tout brûlé. Et deuxièmement, vous pouvez être courageux et dans la seconde suivante être lâche. C'est vraiment une question de circonstance. Mais chaque fois, je me suis demandé, est-ce que mes jambes vont m'obéir? L'explication rationnelle n'existe pas. Dans la vie, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on ne fait pas. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le referait? Est-ce que dans les circonstances différentes, on l'aurait fait? J'en sais rien. Ça s'est passé comme ça, je l'ai fait. Qu'est-ce qui m'a rendu heureux, à titre personnel? Carla. Julia. Je ne m'attendais pas à mon divorce. Et peut-être dans cette salle, il y a des gens qui ont divorcé. Vous savez que c'est pas une petite affaire. Et 2 mois et demi après, j'ai rencontré Carla. 2 mois et demi après, j'étais marié. Je suis un homme qui aime décider. Et puis, Julia qui arrive, on est en pleine campagne électorale, tout le monde m'attaque, tout le monde me tombe dessus, et il y a ce miracle. On m'a beaucoup reproché d'être sentimental, mais moi je le reste. Je pense que c'est pas parce qu'on est président de la République qu'on doit arrêter d'être un homme dans son humanité. Je suis vivant, avec les défauts, les qualités, avec les sentiments, avec les passions, mais je suis vivant. Et je pense que si on veut créer une proximité, il faut être vivant. Il faut souffrir, il faut aimer. Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans notre époque, c'est le manque d'engagement. Ah, tu sais, ça on me dit, on va s'installer puis on va voir si on va bien ensemble. Ah bon? Ah oui? On passe 5 ans, on voit si on va bien. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je crois à l'engagement à 100%. J'aime le mérite. Je pense qu'il n'y a pas de droit. Je pense qu'on va chercher les choses. Bon, c'était pas votre question, mais c'est ce que j'avais envie de répondre. Mais je m'en souviens très bien de ce moment. Je vais vous dire une chose, j'espère ne choquer personne ici. Moi, j'ai jamais été de gauche. Même jeune. Même à cet âge-là. Et ça m'a jamais quitté. J'ai vu une photo tout à l'heure d'un de vos invités, là. Même à cette époque-là, c'était en 1976. Il y avait des prétentieux qui nous empêchaient de rentrer à la faculté, j'étais à Nanterre, et qui nous prétendaient dire ce qui était bien. J'ai jamais aimé les snobs. J'ai jamais aimé la pagaille. Je ne sais pas si je suis de droite parce que je ne suis pas un conservateur. Mais je sais que je ne suis pas de gauche. Franchement, tout ce que j'ai vu depuis, ça ne m'a pas fait changer d'avis d'un iota. À ce moment-là, j'étais jeune adhérent au mouvement gaulliste. Je n'ai connu qu'une seule famille politique. Il m'est arrivé d'être sifflé dans cette famille politique. Il m'est arrivé d'être ultra minoritaire dans cette famille politique. Mais même quand ça allait pas bien, je pense à Bagatelle en 1995, je serrais les poings et je dis un jour je vous dirigerai. Parce que ce moment-là, à part la coiffure, rien n'a changé. C'est exactement la même chose, il faut être un leader. Et je pense la même chose pour le chef de famille, être un leader. C'est-à-dire être capable de prendre sur ses épaules les ennuis pour tout le monde. Être capable de prendre sur ses épaules les attaques de tout le monde. Être suffisamment fort pour les jours où ça rigole, partager le succès avec les autres. Chef d'entreprise, si ça va pas, ses salariés sont inquiets. Chef d'entreprise, il dort pas. Le leader, si ça va pas, il sait que c'est sa tête qui va être coupée. Les amis pensent que c'est leurs ambitions qui ne seront pas satisfaites. C'est pas la même chose. Je vais vous dire un truc. Leader, ça s'apprend pas. On est leader ou on ne l'est pas. Et c'est injuste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis c'est injuste? Il y a un monde entre le numéro 1 et le numéro 2. Il y a peu entre le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 10. Pas rien à voir. Je pense qu'il y a un monde entre le chef d'entreprise et l'équipe qui constitue autour de lui. Ça ne veut pas dire que je sous-estime, Jean-Michel, le travail de vos collaborateurs, de vos équipes, etc. Et on est comme on est. Moi, je ne me suis jamais vu, même à l'école, comme numéro 2. Non, mais vous allez me prendre pour quelqu'un qui a un fort... Mais je peux pas vous l'expliquer. Quand j'étais enfant et que quelqu'un me mettait la main sur la tête... Il était en danger, on a compris. Il était en danger. C'est pas de l'arrogance, mais il faut de la confiance. Faut pas regarder comme le cobra charmé par le charmeur de serpent. Faut apprendre. Et ça m'a beaucoup aidé. De tout, j'ai appris, y compris de ce que j'aime pas chez eux. J'ai appris de Chirac l'énergie. J'ai appris de Balladur les dossiers. J'ai appris de Giscard la précision. J'ai appris de Mitterrand la royauté. Mais je n'avais pas de modèle. Mais j'avais une soif d'apprendre inextinguible. Je voulais progresser. Je voulais monter. Je voulais avoir là-haut 6 et meilleur. Et quand j'ai été élu, c'est comme une enclume que j'avais en moi que j'ai pu poser enfin sur la table. Je l'ai fait. C'est pourquoi on dit la jeunesse c'est le plus bel âge. Ça veut rien dire. D'abord, la vie n'est qu'une succession de renaissances. La vie n'est pas une succession de petites morts. C'est une succession de renaissances. On renaît après un échec. On
On renaît après une trahison, on renaît après une maladie, on renaît après une déception. C'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. Et il faut la vivre à fond. Nos vies durent le temps d'un timbre-poste, mais on fait comme si on était éternel. C'est la seule façon de vivre. Tout le reste, c'est bullshit. Tout le reste, c'est rien. Aimer la vie. En profiter à fond. Jouer à fond ses cartes. Et ça, c'est pas décevant. Alors vous aurez des épreuves, des divorces, des échecs, des déceptions, des humiliations. Faites-en une énergie. Tout au service de l'énergie. Je me suis juré à moi-même que jamais personne ne m'empêcherait plus de rentrer. C'est pas que je serai au dernier rang, c'est que je monterai là-haut. Je peux vous dire une chose, dans la vie, c'est soi-même qui sommes les vraies frontières à nos ambitions. Toute ma vie, j'ai vu des gens qui m'ont dit « T'es trop pressé, tu vas trop vite, ça veut aller trop haut, c'est trop tôt ». C'est les mêmes qui m'ont dit après « C'est trop tard ». Jamais permettre que qui que ce soit limite vos ambitions. Jamais. C'était mon rêve de jeune et moi je suis devenu président de la République. J'ai pas fait l'ENA, j'avais pas les réseaux, moi j'y suis arrivé. Il n'y a pas un centimètre de ma peau sans une cicatrice. J'ai payé, mais je l'ai eu. Moi, je sculpte la salle et l'audience. Et je l'amène à l'intérêt. Ça, c'est du travail. Mais à l'origine, pourquoi j'en sais rien, j'avais cette énergie et j'avais cette appétence pour parler. Le savoir est une arme. Voici le chargeur. Active ton protocole Renaissance. Et longtemps, j'ai défoncé les portes même quand elles étaient ouvertes. Une fois, il y a un dit, pourquoi t'as cassé la porte? Un réflexe. Moi, si j'étais pas invité, j'amenais les couverts, la nappe, la boisson, la nourriture. S'il fallait que je serve, je voulais rentrer. Donc, mettez pas votre orgueil à un mauvais endroit. L'orgueil, il n'est pas dans le moyen, il est dans la fin. FIN, ça qu'il faut faire. Après, d'où ça vient tout ça? Pourquoi on l'a? Pourquoi on l'a pas? Tout le monde a des atouts. Pour l'un, c'est la tête, pour l'autre, c'est le physique, pour le troisième, c'est la parole, pour le quatrième, c'est la sensibilité. Tout le monde a un atout. Allez chercher et développez-le. Vous êtes votre propre diamant. Allez chercher ça et façonnez. Voilà ce que je pense. Moi, j'ai pas eu d'exemple, j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu un prof qui m'a charmé, mais j'avais en moi quelque chose. C'est une maladie. Quand j'ai décidé de me présenter à la mairie de Neuilly, j'avais pas 28 ans. Toute ma famille s'est réunie. N'y va pas. Ils vont me tuer. J'ai quitté la table, je ne leur ai réadressé la parole qu'une fois élu. On avait tout le monde contre nous, mais on avait les gens avec nous. Plus de 28 au premier tour, 48,5 au second. Quand je félicite celui qui m'a succédé, j'arrive jamais à me souvenir son nom. Il a une voix blanche, il s'attendait pas. Mais bon, c'est comme ça. J'ai choisi cette photo parce que j'ai voulu mettre ce quinquennat sous l'autorité ou sous l'inspiration. Pour moi, c'était très important. Vous savez, quand j'ai été élu, j'ai descendu les Champs-Élysées dans la voiture. J'avais le chef d'état-major des armées à côté de moi. Il y avait des centaines de milliers de personnes. Il faisait beau, parce qu'à mon époque, vous êtes toujours beau. Peut-être que c'est de la chance, mais avec l'autre, il pleuvait toujours. Peut-être que c'est de la malchance, mais moi, il faisait beau. Le ciel rayonnait, je venais d'être élu. Je crois que c'est 12 ou le 13 du mois de mai. Et le chef d'état-major qui était à côté de moi, je l'aimais pas tellement d'ailleurs, me dit quelque chose. J'entends rien. Je me penche et je lui dis, mais qu'est-ce que vous me dites? Il me dit, vous êtes heureux? Il croit que j'avais la médaille à l'école, lui. Vous n'êtes pas heureux quand vous êtes élu président de la République. Tout d'un coup, vous avez un poids immense. Et je voyais tous les gens qui m'applaudissaient, mais moi, je les voyais, non pas avec le pouce levé, je les voyais comme ça, parce que je sais que c'est la règle. Et c'est grave. Ta vie est trop petite. Arrête de limer tes ambitions. Récupère ton manuel de combat maintenant. Le succès, c'est chaud et c'est tellement fugace. L'échec, ça prend plus de temps, ça peut faire mal, et on apprend. Et c'est chaque échec surmonté qui peut donner du bonheur. On a peur de la maladie. Et j'ai souvent observé qu'en voyant et en parlant avec des gens malades, j'étais étonné par leur courage. Et je pense que quand on connaît le nom du crabe, il devient une partie de vous-même. Et l'échec, c'est un peu pareil. On a peur de l'échec avant, puis quand il est là, il faut faire avec. Vous, on a l'impression que le lendemain de votre échec, vous étiez sur votre vélo, sans jeu de mots. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, écoute, c'est plus possible, il faut que je parle anglais vraiment bien. Vous avez appris l'anglais? Oui, c'était bon. C'était une façon de rester jeune. J'ai la chance d'avoir une famille et puis d'avoir connu l'échec avant. Et franchement, je ne suis pas à plaindre. Il y a eu plus de souffrance avant qu'après. Il y a tout d'un coup, le téléphone sonne moins. J'ai été élu à ma première candidature. Quelle est la chose que vous regrettez plus? Est-ce que vous croyez qu'on peut être totalement prêt à quelque chose qui ne s'apprend pas? C'est tellement fort, c'est tellement difficile, c'est tellement complexe qu'on doit passer de l'homme au président tout en restant authentique et ça prend du temps. Longtemps, j'ai cru qu'il me fallait
défoncer la porte pour rentrer alors qu'elle était largement ouverte. J'aime les crises, oui, c'est vrai, c'est curieux, mais quand il y a une grande difficulté, je me pose pas de questions. Je sais où il faut aller pour la résoudre. Quand c'est une période plate, j'ai plus de mal à construire un personnage ou une attitude. Mais en parlant un peu trop franchement, parce que je déteste l'hypocrisie, je n'aime pas le mensonge, et parfois je vais trop rapidement au but. Je peux braquer les gens. Vous les payez, ça. Oui, bien sûr, mais on paye toujours ses erreurs. Puisque vous avez fait un vrai examen de conscience dans ce livre, c'est quoi votre principal ennemi, en vous? Le sentiment d'être illégitime. C'est un long processus. Je n'ai jamais appartenu à une forme de bourgeoisie, à une forme d'élite. Je me suis toujours senti, je ne sais pas pourquoi, illégitime, et j'ai toujours pensé qu'il fallait que pour moi je démontre plus que les autres. Avec moi, vous avez dit, je suis un guerrier. Avec Carla, j'ai vu 50 concerts de ma femme et j'admire ce qu'elle fait, c'était fantastique. Mais c'est vrai que quand je rentrais dans la salle et que les gens m'applaudissaient, il faut revenir, ça me touchait. D'une certaine façon, ça me bouleversait. Jamais je ne me suis lassé de ça. Jamais je n'ai considéré que ces salles vibrantes, pleines, ces contacts multiples, c'était autre chose qu'une chance immense. Écrire un livre aussi personnel demande d'investissement et de don de soi. La lucidité, c'est pas quelque chose qui me manque. Je rentre dans la cour de l'Élysée, je suis dans la voiture, je vais devenir président de la République. Et Chirac, faut bien comprendre, fait partie de ma vie. Je l'ai connu, j'avais 20 ans. Je le vois, Chirac, digne, fort. Et je me dis, le vide qui l'a toujours obsédé, il est là. Ce qui fait la noblesse de la politique et de la vie, c'est l'amplitude entre l'échec et le succès, entre les hauts et les bas. Et ce jour-là, moi, Chirac, il me touche, il me bouleverse. Moi, je m'étais préparé sur les compétences, sur les dossiers. Dans l'humain, il y a l'erreur. Expliquez quoi? La complexité des sentiments et des événements. Il faut du temps pour être authentique. Ce que j'ai essayé de faire, être authentique. Avoir du tempérament n'autorisait pas tout. Le sang-froid, c'est dans les décisions que vous allez prendre quand vous envoyez des soldats à la guerre, quand vous prenez des décisions lourdes, quand il faut tenir dans une crise sans précédent. L'homme qui insultait répond alors que le président insulté ne répond pas. Et vous avouez que vous aimez le conflit, que vous aimez la tempête. Vous êtes un guerrier, même un bagarreur. Est-ce que ça vous a pas joué des tours? Mais vous savez, d'abord, on est ce qu'on est. On ne choisit pas ça. Je ne choisis pas l'énergie que j'ai en moi. Vous étiez en cours de récréation, vous étiez le bagarreur? Je suis né comme ça. Et toute l'histoire de la vie, c'est d'essayer avec ce qu'on est. On ne change jamais, parce qu'on est ce qu'on est. On a une identité, le mot n'est pas interdit. Mais cette force peut devenir votre principal handicap. On fait avec ce qu'on est, et on essaye, avec l'âge qui arrive, de garder la qualité, les atouts que ça peut représenter, et de gommer ce qui peut être un travers. Si tu penses que tout est fini, lis ce récit. Apprends à transformer tes chutes en puissance. J'ai voulu faire ce que je fais. Je t'explique pas que je suis là par hasard. Je n'ai hérité de personne. Je ne suis pas né dans une famille où qui que ce soit faisait de la politique. Tout ce que j'ai, je l'ai construit par mon travail. J'ai choisi de faire de la politique. J'ai assumé ce choix. J'ai payé cher pour en faire. Mais voilà, aujourd'hui, je suis heureux de faire ce qui a été le rêve de mon adolescence. Parce que tu sais, la vie, qu'est-ce que c'est? On rêve dans l'adolescence et on passe sa vie d'adulte à essayer de ressembler à celui qu'on rêvait. Le monde d'adulte, il rêve moins. Tes rêves, tu les arrêtes en sortant de l'adolescence. Et à ce moment-là, il ne faut plus rêver, il faut faire. L'adolescent rêve, l'adulte fait. Le but de la vie, c'est qu'il y ait une adéquation entre ce que rêvait l'adolescent et ce que fait l'adulte. Tu sais, le pouvoir, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. La phrase que j'aime le moins, c'est « j'ai le temps ». C'est très prétentieux de dire « j'ai le temps ». Tu n'en sais rien, ça peut s'arrêter demain. Moi, je crois que chaque minute doit être utilisée et on doit faire quelque chose. Il y a des gens, ils disent doueurs, qui font, qui sont faits pour faire. Ma carrière, je ne sais pas, moi, ce qui me plaît, c'est tous les jours devoir prendre des décisions, réaliser des choses. Le monde bouge, le monde change. Je veux réconcilier les gens avec la réussite. Mais au moins, quand je parle, j'essaie d'être compris. Et surtout, je veux faire sentir aux gens que c'est très grave. Je crois dans tout ce que je dis. Il y a un déficit d'authenticité, un déficit de sincérité. Et puis, il faut parler, décrire les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Tu vas voir le médecin, tu as malheureusement un cancer, il n'ose pas te le dire, il te dit « vous avez une mauvaise grippe » et donne une médication pour la grippe. Tu changes de médecin. Personne ne m'a aidé, personne ne m'a tendu la main. Tu sais, souvent tu rencontres des jeunes, ils te disent « moi j'aimerais bien être artiste » ou prendre des cours de théâtre. Mais je dis « laisse tomber, tu le feras jamais ». Parce que la distance entre « j'aimerais » et « je fais », c'est la distance entre la vérité et la volonté. Celui qui a envie, il fait. Il fait, il décrit pas. Ne laissez personne renier tes ambitions. Tu as envie, fais-le. Fais-le à fond. C'est pas facile de vivre avec la peur au ventre. Et moi, je veux travailler pour ces gens qui se lèvent tôt le matin, qui n'ont pas à avoir peur, qui se demandent mais pourquoi celui-là qui se lève pas, il deal de la drogue, il gagne plus d'argent qu'eux. Tous ces voyous là qui brûlent des voitures. Moi, je pose une question. Pourquoi ils brûlent jamais la leur de voiture? Pourquoi c'est toujours celle du voisin? Alors, tu cites le mot voyou. Est-ce qu'il y a des mots que tu regrettes d'avoir prononcés? Non.
Non, tu veux dire racaille? Par exemple? Racaille, c'était un mot que j'ai repris, c'est du vécu. Une dame à Argenteuil me dit « Mais monsieur Sarkozy, débarrassez-nous de cette racaille, je vous en prie, on n'en peut plus. » J'ai dit « Oui, madame, je vais vous débarrasser de cette racaille. » C'est des mots de tous les jours. Tu sais, moi, je reste tranquille là-dessus, mais ça s'appelle quoi? C'est de l'amalgame. Et l'amalgame, c'est l'arme des fascistes. C'est pas très intelligent. Mais bien au-delà de l'entrepreneur, moi je veux que tous ceux qui se donnent du mal, ils aient la récompense des efforts qu'ils font. Entrepreneurs, enseignants, fonctionnaires, jeunes, moins jeunes, peu importe. La seule chose qui compte, ils donnent plus de mal que les autres. Le pire dans la vie, c'est de se lever le matin en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On s'ennuie. » La passion, c'est quand même ce qui reste dans tous les domaines, le plus important. Et si tu veux, je t'invite à voir mon bureau. Ah, avec plaisir. Bien. J'adorerais. Alors tu vois, ça c'est le salon pour les invités. Tu vois, ça c'est le bureau traditionnel du ministre de l'Intérieur. C'est impressionnant. C'est toujours le même, ça bouge jamais. Mais alors, il n'y a pas d'ordinateur sur le bureau, par exemple? Non, il n'y a pas d'ordinateur parce que les décisions à prendre, c'est pas les décisions par ordinateur. Mais j'y suis assez peu d'ailleurs. La vérité, c'est que je suis toujours parti. Toujours parti. On a une autre salle où on peut travailler, mais c'est ici. Et puis tu vois, il y a un petit jardin. Oui, c'est magnifique. C'est sympa l'été. Et alors, tu vis au-dessus? Et je vis au-dessus, j'habite au-dessus, tu vois. Là, c'est les bureaux, et puis j'habite au-dessus. Parce que le ministre de l'Intérieur, il doit être mobilisé en permanence 24 heures sur 24. Et quel est l'agenda de cette semaine, par exemple? Tu vois, c'est l'agenda, bon, j'essaie de me réveiller vers 6 heures, et puis j'arrête entre minuit et 1 heure, voilà, pour l'agenda. Mais j'ai un grand avantage, c'est que j'habite ici, donc tu vois. Dans la journée, je travaille ici, et le soir, à la nuit, je travaille là-haut. Non-stop. Combien d'heures tu dors chaque nuit? Mais pas suffisamment, hein, vraiment, malheureusement. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Salut à toi. Merci. J'oublie pas l'invitation. D'accord. Le succès, c'est chaud et c'est tellement fugace. L'échec, ça prend plus de temps, ça peut faire mal, et on apprend. Et c'est chaque échec surmonté qui peut donner du bonheur. On a peur de la maladie. Et j'ai souvent observé qu'en voyant et en parlant avec des gens malades, j'étais étonné par leur courage. Et je pense que quand on connaît le nom du crabe, il devient une partie de vous-même. Et l'échec, c'est un peu pareil. On a peur de l'échec avant, puis quand il est là, il faut faire avec. Vous, on a l'impression que le lendemain de votre échec, vous étiez sur votre vélo, sans jeu de mots. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, écoute, c'est plus possible, il faut que je parle anglais vraiment bien. Vous avez appris l'anglais? Oui, c'était bon. C'était une façon de rester jeune. J'ai la chance d'avoir une famille et puis d'avoir connu l'échec avant. Et franchement, je ne suis pas à plaindre. Il y a eu plus de souffrance avant qu'après. Il y a tout d'un coup, le téléphone sonne moins. J'ai été élu à ma première candidature. Quelle est la chose que vous regrettez Vous le croyez qu'on peut être totalement prêt à quelque chose qui ne s'apprend pas? C'est tellement fort, c'est tellement difficile, c'est tellement complexe qu'on doit passer de l'homme au président tout en restant authentique et ça prend du temps. Moi, je m'étais préparé sur les compétences, sur les dossiers. Dans l'humain, il y a l'erreur. Expliquez quoi? La complexité des sentiments et des événements. Il faut du temps pour être authentique. Ce que j'ai essayé de faire, être authentique. Avoir du tempérament n'autorisait pas tout. Le sang-froid, c'est dans les décisions que vous allez prendre quand vous envoyez des soldats à la guerre, quand vous prenez des décisions lourdes, quand il faut tenir dans une crise sans précédent. L'homme qui, insulté, répond alors que le président, insulté, ne répond pas. Et vous avouez que vous aimez le conflit, que vous aimez la tempête. Vous êtes un guerrier, même un bagarreur. Est-ce que ça vous a pas joué des tours? Mais vous savez, d'abord, on est ce qu'on est. On ne choisit pas ça. Je ne choisis pas l'énergie que j'ai en Vous moi. étiez en cours de récréation, vous étiez le bagarreur? Je suis né comme ça. Et toute l'histoire de la vie, c'est d'essayer avec ce qu'on est. On ne change jamais. Parce qu'on est ce qu'on est. On a une identité. Le mot n'est pas interdit. Mais cette force peut devenir votre principal handicap. On fait avec ce qu'on est et on essaye, avec l'âge qui arrive, de garder la qualité, les atouts que ça peut représenter et de gommer ce qui peut être un travers. Longtemps, j'ai cru qu'il me fallait défoncer la porte pour rentrer alors qu'elle était largement ouverte. J'aime les crises, oui, c'est vrai, c'est curieux, mais quand il y a une grande difficulté, je me pose pas de questions. Je sais où il faut aller pour la résoudre. Quand c'est une période plate, j'ai plus de mal à construire un personnage ou une attitude. Mais en parlant un peu trop franchement, parce que je déteste l'hypocrisie, je n'aime pas le mensonge, et parfois je vais trop rapidement au but. Je peux braquer les gens. Vous les payez, ça? Oui, bien sûr, mais on paye toujours ses erreurs. Puisque vous avez fait un vrai examen de conscience dans ce livre, c'est quoi votre principal ennemi en vous? Le sentiment d'être illégitime. C'est un long processus. Je n'ai jamais appartenu à une forme de bourgeoisie, à une forme d'élite. Je me suis toujours senti, je ne sais pas pourquoi, illégitime et j'ai toujours pensé qu'il fallait que pour moi je démontre plus que les autres. Avec moi, j'avais dit je suis un guerrier. Avec Carla, j'ai vu 50 concerts de ma femme et j'admire ce qu'elle fait, c'était fantastique. Mais c'est vrai que quand je rentrais dans la salle et que les gens m'applaudissaient, il faut revenir, ça me touchait.
D'une certaine façon, ça me bouleversait. Jamais je ne me suis lassé de ça. Jamais je n'ai considéré que ces salles vibrantes, pleines, ces contacts multiples, c'était autre chose qu'une chance immense. Écrire un livre aussi personnel demande d'investissement et de don de soi. La lucidité, c'est pas quelque chose qui me manque. Je rentre dans la cour de l'Élysée, je suis dans la voiture, je vais devenir président de la République. Et Chirac, faut bien comprendre, fait partie de ma vie. Je l'ai connu, j'avais 20 ans. Je le vois, Chirac, digne, fort. Et je me dis, le vide qui l'a toujours obsédé, il est là. Ce qui fait la noblesse de la politique et de la vie, c'est l'amplitude entre l'échec et le succès, entre les hauts et les... Si tu penses que tout est fini, lis ce récit. Apprends à transformer tes chutes en puissance. Aimer et travailler. Rester vivant. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'engager. C'est très important. Il faut avoir des rêves. Tout en assumant ses responsabilités. Le bonheur est fait pour être partagé. Vous avez la force en vous. Et pas baisser la tête. Tous, vous allez avoir des déceptions personnelles et amoureuses. Alors si vous en avez pas, moi je veux pas être votre copain. Mais vous apprenez de ça, vous vous relevez de ça. Vous construisez autre chose, mieux, plus fort, plus grand, plus intense. C'est pas la fin, c'est le début. Je veux être un homme vivant, je veux pas être une statue de sel. Et être sentimental, mais c'est un atout. Des cœurs froids, des personnalités froides, vous en rencontrez les pauvres. Quand ça fait mal, il faut le dire. Quand ça fait du bien, il faut le dire. Il faut vivre, vivre. Il y a 2 choses importantes dans la vie, il n'y en a pas 3. Aimer et travailler. Travailler et aimer. On est fait, nous les êtres humains, pour ça. Travailler et aimer et travailler. Il n'y a rien d'autre. Et il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Parce que qu'est-ce qu'elle vaut, votre vie professionnelle, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment? Si vous n'aimez pas les gens avec qui vous bossez. Et qu'est-ce qui vaut votre amour si c'est 40 ans à se regarder dans le blanc des yeux, enfermé dans une chambre? Même avec des performances physiques importantes, on peut s'habituer. Aimer et travailler. Freud a dit quelque chose de très intelligent. Si tu n'as pas de problème pour travailler et si tu n'as pas de problème pour aimer, tu n'as pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. Qu'on pouvait monter à l'arbre le plus haut de la forêt et avoir des défaites, des souffrances, des problèmes et pas baisser la tête. Et ça, pour moi, c'est très important. Rester vivant tout en assumant ses responsabilités. Et donner de la force à celui qui est employé dans sa boîte, qui prend le métro, qui a des problèmes et qui se disait lui aussi il a des problèmes. Et il y fait face. Une affaire d'être vivant, pas de momie, pas de robot, pas d'acteur. Je me souviens plus du tout de votre question. Non, mais j'en ai une suivante si vous inquiétez pas. Carla me disait toujours, sois aimable. Je lui dis, je le serai, je répondrai à aucune de ces questions. Vous avez la force en vous. Et si vous ne l'avez pas, personne ne l'aura pour vous. Si vous n'avez pas d'ambition pour vous, c'est pas le voisin qui l'aura pour vous. Voilà ce que je pense. Non, c'est ma vie. Après, on pourrait être tout à fait heureux sans monter au sommet de l'Himalaya par la face nord en hiver. Il faut avoir des rêves. J'aime tout ce qui n'est pas faux semblant. J'ai voulu être un être humain. Vous comprenez ça? Alors, j'ai pas été ménagé. Je me souviens très bien des années, notamment 2005, où les attaques sur ma vie privée. Je me souviens notamment du Conseil des ministres. Paris Match avait fait la une avec Cécilia, celui qui allait devenir son mari. Là, j'ai connu la solitude de 150 photographes qui voyaient si j'étais vivant, si j'étais mort. Pour moi, c'est des bons souvenirs. Il faut avoir des rêves quand on est jeune et quand on est adulte, il faut transformer ses rêves en réalité. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut aimer passionnément l'échec. Parce que si vous n'aimez pas l'échec, vous ne connaîtrez jamais le succès. Les grands échecs préparent les grands succès. Sans échec, c'est qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de décision. J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais c'est les échecs qui ont construit les succès. Et ça vaut pour un président de la République comme pour toute autre personne. Il ne faut pas craindre l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte. C'est de ne pas y aller. C'est d'avoir des regrets. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond. Ça marche pas, vous tombez, vous vous relevez. Mandela a dit quelque chose de fantastique. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a rien de plus juste. Et je vous souhaite d'apprendre jusqu'à la dernière seconde de votre vie. J'ai pris de tous les patrons avec qui j'ai travaillé. Je leur ai pris tout. Je suis une éponge. Je les regardais faire en me disant les jours, je serai à ta place, toi. Qu'au fond, on peut se tromper. Que se tromper, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'engager. Si on s'engage avec toute sa force, avec toute sa foi, avec toute sa volonté, alors ça marche ou ça marche pas. Mais au moins, on a tenté. Moi, ceux qui attendent que l'eau soit à la bonne température pour plonger, franchement, on parle pas la même langue. Hein. Donc vous nous confirmez cet adage, Président, que derrière un homme responsable, un homme d'État, il y a une grande femme. Non, mais derrière une femme, il doit y avoir un homme. Sinon, Non, mais dans ce cas de figure. Non, mais... Parce qu'on parle toujours, Président, on parle toujours de cela. Écoutez, on m'a beaucoup critiqué, jamais là-dessus. Hein.
la volonté de monter le plus haut possible. Et je peux vous donner ma parole d'honneur qu'il n'y en a pas un qui était capable de me dire non. Toute ma vie, on m'a dit « Tu vas trop vite, reste tranquille, c'est pas pour toi ». Et tous ceux qui m'ont dit « C'est trop tôt », c'est les mêmes que ceux qui m'ont dit « C'est trop tard ». Ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent « C'est trop grand ». La vie se chargera de limer vos ambitions. Le bonheur est fait pour être partagé. Et ça, c'est ce que je pense au plus profond de moi-même. C'est pas une question d'homme, de femme, c'est une question de partage. Écoutez, quand moi je vois un film par jour, j'adore partager ce bonheur avec ma femme. Je pense que si j'étais seul, je verrais pas ça comme ça. Quand vous allez dans une salle de cinéma, vous partagez avec des gens. Vous ne les limez pas vous-même. À fond. On part à fond et on accélère. C'est pas sûr que ça marche, mais si vous faites ça, c'est certain que ça marchera. Et les conseils, et je vais vous dire les conseils, souvent les pires, c'est les conseils de ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment veulent vous protéger. Et pour vous protéger, ils appuient toujours sur la pédale du frein. Moi, j'adorais ma mère, qui est plus là, qui était vraiment merveilleuse, qui travaillait beaucoup, qui était seule. Elle pensait toujours que ça allait trop vite. Quand je suis devenu maire, elle m'a dit « Bon, là, t'es tranquille ». Je suis devenu député. Ah, t'es content, là. Puis je suis devenu ministre. Je l'ai invité. C'est la première personne que j'ai invité à déjeuner. Nicolas, là, tranquille. Et quand je suis arrivé à l'Élysée, il m'a dit « Enfin, là ». J'ai dit « Maman, il y a l'Europe, il y a le monde ». Et c'est les gens qui vous aiment, qui, avec tout leur cœur, vous donnent pas un bon conseil. Moi, je n'aime pas tout le monde. J'aime ou j'aime pas. Je partage ou je partage pas. Je suis content, je suis pas content. Mais je le dis. Je peux pas jouer la comédie. Car là, l'habitude de dire je sors mon fauve. Mais je déteste les gens qui aiment tout le monde. Si vous aimez tout le monde, vous n'aimez personne. Si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez pas d'amis. Si vous aimez tout, c'est que vous n'aimez rien. Ça change le regard des autres sur vous, mais soi-même, non. Franchement, j'étais préparé, j'avais beaucoup réfléchi, j'aimais l'équipe qui m'entourait, c'était ma vie, j'avais consacré ma vie à cet objectif, j'allais pas changer parce que je l'avais atteint. Je vais raconter une anecdote. En juillet 1997, le président Macron, qui vient d'être élu, m'appelle. Et me dit, je voudrais vraiment qu'on dîne ensemble. Est-ce que ça vous embête de venir à l'Élysée? Pourquoi ça m'embêterait? C'est pas à moi. Je suis pas Giscard. Je suis calme. Je viens avec plaisir. Moi, je regarde toujours vers l'avenir. Quand j'ai été battu, le lendemain, Carla était très inquiète. Comment ça va? Super. J'étais heureux avant d'être président. Je serai heureux après d'être président. La certitude de la mort est tellement présente que si en plus vous ne pouvez pas partager tous les événements que vous vivez, heureux ou malheureux avec quelqu'un, je pense que ça c'est l'enfer. Et je préfère présenter ça comme ça que dire ah bah derrière vous il y avait une femme. Non, d'abord si j'explique à Carla qu'elle est derrière moi, il peut m'arriver des problèmes. Elle est italienne, hein, c'est pas tout à fait son... Je sais pas si vous la connaissez, mais vous voyez le profil psychologique, c'est pas tout à fait le genre dit écoute, tu parleras après moi. Non, ça j'ai même pas tenté. Même moi, je n'aurais pas cette idée. Vous allez me dire c'est un détail, mais la vie n'est faite que de détails. J'ai osé, je l'ai fait, hein. Ça va être très difficile pour Sarkozy. Il va être battu. Très bien. Un monsieur se lève et dit bonjour, voilà mon nom, je me souviens plus. J'ai 40 actions. Je me dis ça, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et il dit moi je voterai pour Sarkozy. Ah. Il dit je vote pour lui, vous savez pourquoi? Parce qu'avec lui, les Chinois ils bougeront pas une oreille. J'avais l'actionnaire chinois à côté de moi. Et quand on a choisi les policiers qui allaient rentrer pour finir l'opération, parce qu'il restait 5 enfants, ça faisait 49 heures, j'avais proposé à HB de me mettre à la place des enfants, mais je voulais qu'il libère les 5 enfants en échange. Heureusement, il m'a dit non, 4. Heureusement parce que je l'ai proposé, mais j'étais pas fâché qu'il le refuse. Et j'ai dit 4, c'est pas possible parce que je ne choisirai pas celui qui restera. Donc je suis sorti, j'ai appelé le Premier ministre, Édouard Balladur. J'ai dit maintenant, il faut vraiment qu'on prenne les risques parce que ça va mal se terminer. J'étais persuadé d'ailleurs qu'on aurait des enfants qui ne s'en sortiraient pas vivants. Au début, il y en avait 22, il en restait 5. Et j'ai vu les 5 policiers qu'on a fait rentrer pour neutraliser le preneur d'otages. J'ai pas vu les 5 qu'on a fait rentrer pour les faire sortir. Mais peu importe, il y avait 2 équipes, puis je peux pas tout dire. Et surtout, j'ai parlé avec le premier, parce que dans l'équipe qui rentrait, il y a l'océan Atlantique de différence entre le premier et le second. Vous comprenez? Ils sont à 2 cm. On allait tous mourir si ça sautait, mais c'est pas pareil. Et Daniel, il était effrayant physiquement. J'ai dit, Daniel, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous ferez, je le couvre. Je veux les enfants vivants. La mission est simple. Les enfants vivants. Tout ce que vous penserez faire, je couvre. Parce que j'ai été 10 mètres derrière.
Mais 10 mètres, c'est l'océan Atlantique plus l'océan Pacifique. Et Daniel, la première fois que je le voyais, me dit « Monsieur le ministre, j'ai bien compris. Tout. » Je dis tout, Daniel. Je n'ai pas dit à ce fonctionnaire du RAID éliminer le preneur d'otages. J'ai dit tout ce que vous déciderez de faire, je le couvre. Le preneur d'otages est décédé, il a pris 3 balles dans la tête, et les enfants sont sortis vivants. Il y a eu une grande polémique ensuite, et j'ai inauguré la longue série de mes rendez-vous, puisque j'ai été convoqué. Évidemment, on m'a demandé si c'était normal que le monsieur termine comme ça. S'il n'avait pas voulu d'ennui, il n'avait qu'à pas prendre 22 enfants en otage, et surtout, il avait qu'à m'écouter et sortir. Il y a une grande polémique parce que le procureur de la République, à l'époque, était parti se coucher pour dormir. J'étais sur place depuis 48 heures, et j'ai donc été accusé d'avoir profité de son absence. C'est absurde. Je n'avais qu'une seule idée, les enfants. Vous savez ce qu'a fait Daniel quand ça a terminé? Daniel m'a donné son arme, que j'ai toujours. Et le patron du RAID, Louis Bayon, a enlevé l'écusson du RAID qu'il avait sur sa manche gauche, il me l'a donné. Xavier peut témoigner, tu l'as vu cette écusson sur mon bureau. Il m'a jamais quitté. Et pour moi, la seule philosophie de vie, c'est de vivre chaque seconde comme si j'avais l'éternité ou que c'était la dernière. Je ne comprends pas cette forme de nostalgie. Pour moi, j'ai 18 ans dans ma tête. La vie ne s'est pas arrêtée. Et le président dont je me sens le plus proche de tous, c'est Georges Pompidou. Parce que j'ai voulu être un président vivant, incarné, mais vivant. J'ai été ministre de Mitterrand pendant la cohabitation. Un grand monsieur. Alors, de temps en temps, on avait envie de toucher pour voir si c'était vivant. J'ai été le ministre de Chirac, un acteur de cinéma. Et de temps en temps, j'avais envie de savoir est-ce qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. J'ai voulu être un être humain. Pompidou, quand sa femme a été accusée dans l'affaire Markovic, il a pleuré. J'aime les gens humains. J'aime les gens dont on voit quand ils sont heureux, quand ils sont malheureux. J'aime les gens qui sont capables de mettre un genou à terre et de se relever. J'aime l'idée de, pas une photo, moi qui fume pas, de Pompidou sans la clope au bec. J'aime qu'il arrivait à Matignon avec sa Porsche. Fantastique. J'aime qu'il aimait sa femme et qu'il l'emmenait à Saint-Tropez. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Incontestablement, à chaque fois que j'ai envoyé des soldats se faire tuer. Je les envoyais pas se faire tuer, madame. On prenait des décisions, et il fallait y aller. Et quand vous vous retrouvez face à un cercueil d'un gosse de 22 ans, avec les parents, la petite amie, la sœur, ou quand vous allez aux obsèques d'un policier ou d'un gendarme, comme celui de Saint-Malo, avec son gosse de 4 ans, alors que je décorais le cercueil et que je le prenais la main, il me dit « Fais sortir papa de la boîte », ça je l'oublierai jamais. Je m'y suis jamais fait. En même temps, ces jeunes, ils ont vécu une vie très courte, mais ils ont vécu comme ils le voulaient. J'étais plusieurs fois en Afghanistan les voir, et j'ai toujours été impressionné. C'est la vie qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas mourir, entendez-moi. Mais c'est la vie qu'ils voulaient. Mais je m'y suis jamais fait. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on se fait avec la mort. Surtout quand c'est votre responsabilité, parce que vous avez la colère des parents. C'est d'ailleurs pourquoi je crois si peu à l'Europe de la défense. Je pense que quand on est le président élu, et qu'on envoie un jeune Français ou une jeune Française au combat, on a la légitimité. Mais je pense qu'il n'y a personne qui ira aller mourir ou donner ses enfants parce qu'un haut fonctionnaire européen lui aura demandé d'y aller. Et pour moi, la seule philosophie de vie, c'est de vivre chaque seconde comme si j'avais l'éternité ou que c'était la dernière. Je ne comprends pas cette forme de nostalgie. Pour moi, j'ai 18 ans dans ma tête. La vie ne s'est pas arrêtée. Et le président dont je me sens le plus proche de tous, c'est Georges Pompidou. Parce que j'ai voulu être un président vivant, incarné, mais vivant. J'ai été ministre de Mitterrand pendant la cohabitation. Un grand monsieur. Alors, de temps en temps, on avait envie de toucher pour voir si c'était vivant. J'ai été le ministre de Chirac, un acteur de cinéma. Mais de temps en temps, j'avais envie de savoir est-ce qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. J'ai voulu être un être humain. Pompidou, quand sa femme a été accusée dans l'affaire Markovic, il a pleuré. J'aime les gens humains. J'aime les gens dont on voit quand ils sont heureux, quand ils sont malheureux. J'aime les gens qui sont capables de mettre un genou à terre et de se relever. J'aime l'idée de, pas une photo, moi qui fume pas, de Pompidou sans la clope au bec. J'aime qu'il arrivait à Matignon avec sa Porsche. Fantastique. J'aime qu'il aimait sa femme et qu'il l'emmenait à Saint-Tropez. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir qu'on peut être tout à fait heureux sans être un leader. Mais on ne peut pas être heureux si on ne comprend pas qui on est. Est-ce que je me fais comprendre pour le coup? On n'est pas heureux parce qu'on est leader, mais on est heureux parce qu'on se sent leader et qu'on essaye de transformer le projet
intime en réalisation. On peut être tout à fait heureux numéro 2, numéro 3, numéro 10, numéro 110. Mais si on veut forcer sa nature et devenir qui on n'est pas, alors si vous pensez que je fais allusion à certaines personnalités de la géographie ici, vous avez raison.